Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Vermès, directeur général de Financière Mescar. Soyez les bienvenus dans cette matinale du groupe Mescar. Nous espérons que vous avez passé un bel été. Et nous sommes ravis de vous retrouver si nombreux dans cette webconférence de rentrée. Alors, on a un programme chargé ce matin, puisqu'en un peu moins d'une heure, on va essayer de tenir le timing. On va partager avec vous notre vision de la situation économique et tenter de vous éclairer sur les perspectives pour les actifs cotés et non cotés. Alors, pour cela, je suis accompagné de nos experts, donc Damien Charlet, qui est directeur de la gestion sous mandat chez Mescar Asset Management. Bonjour Damien. Bonjour. Et Philippe Mordeau, qui est directeur général de LFPI Gestion. Donc bonjour Philippe. Bonjour. Donc avant de leur laisser la parole, je souhaite vous communiquer quelques actualités importantes pour notre groupe qui sont intervenues dans les dernières semaines. Il s'agit en particulier de deux opérations qui viennent assez considérablement renforcer nos équipes et nos expertises au service de nos clients. Alors d'une part, le groupe LFPI, dans le premier semestre de l'année, a pris une participation majoritaire dans la société allemande HQ Capital, qui est un acteur important dans le private equity et dans les fonds d'investissement en particulier. Et d'autre part, juste avant la trêve estivale, l'acquisition donc toute récente de la société de gestion Mandarin Gestion, qui est une des belles sociétés de gestion entrepreneuriale et indépendante française qui est spécialisée dans la gestion action. Donc, avec la concrétisation de ces deux opérations, le groupe LFPI compte désormais près de 450 collaborateurs et gère près de 30 milliards, comme vous pouvez voir la présentation du groupe qui s'est affichée devant vous sur toute cette stratégie d'investissement cotée et non cotée. Donc nous sommes évidemment très heureux de ces arrivées au sein du groupe, dont l'ambition reste de proposer à nos clients et investisseurs une plateforme qui est assez unique et globale d'investissement et de conseil. Donc voilà pour notre actualité récente. Revenons maintenant au sujet principal de cette webconférence de rentrée avec une question pour introduire les débats. On entend tous beaucoup parler d'inflation, de hausse des taux, de ralentissement économique. Que pensez de tout cela et quels impacts sur toutes les classes d'actifs? Je vais donc laisser la parole à Damien Charlet en vous précisant que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation sur le bandeau qui a dû s'afficher à droite de votre écran et nous réserverons un court temps pour y répondre à la fin des interventions. Damien, c'est à toi. Merci Maxime. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec un bref rappel. Alors, on sait tous que les économies occidentales, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, sont entrées dans une phase de hausse de taux très très violente depuis 12 mois, hausse de taux qui servent à évidemment lutter contre l'inflation. Alors, on est sur une dizaine de hausses de taux maintenant sur un an, aussi bien de la part de l'Europe que des États-Unis. Et le graphique de gauche sert juste à rappeler une vérité historique statistique, c'est que pratiquement à chaque fois qu'il y a eu des phases de hausse de taux qui sont marquées sur la courbe orange et qui sont les taux de la Banque centrale américaine, à chaque fois qu'il y a eu une phase de hausse de taux, s'en est suivi une période de récession qui est marquée en barre rouge. Donc, bon, on est dans un contexte où, comme vous le voyez, la hausse des taux n'a jamais été aussi forte et aussi rapide sur les 40 dernières années. Et à ces hausses de taux se couple un deuxième phénomène qui est là aussi plutôt une nouveauté, c'est que les bilans des banques centrales sont en train de baisser. Alors évidemment, quand les bilans des banques centrales baissent, ça veut dire qu'elles retirent des liquidités de l'économie. Et donc, ça veut dire que ça correspond pratiquement à des hausses de taux supplémentaires puisque ça contraint la liquidité disponible pour les investisseurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Donc, on est clairement dans un contexte où la logique historique voudrait qu'on ait une récession dans les mois qui viennent. Alors, récession, ça veut tout et rien dire. Hein, ça peut être une petite récession comme quelque chose de plus embêtant. Mais en tout cas, statistiquement, l'histoire nous dit que quand il y a des restrictions monétaires comme ça, il y a une récession. Et de plus en plus, depuis quelques mois, le constat, c'est que le consensus penche en faveur d'un atterrissage en douceur. Alors, l'atterrissage en douceur, c'est une notion qui est rarement, dont l'objectif est rarement atteint par les banques centrales, mais comme c'est indiqué dans le texte, c'est quand les autorités financières réussissent à faire ralentir l'économie pour éviter une surchauffe et pour baisser l'inflation. Et en visant ce ralentissement de l'économie et de l'inflation, elle parvient à trouver un juste équilibre qui évite de rentrer en récession. Alors, c'est très rarement arrivé.
pour deux raisons. C'est que, bon, d'abord, c'est très difficile d'obtenir un équilibre entre inflation et croissance économique. On l'a vu même ces dernières années dans un sujet qui était tout le contraire, puisqu'on était en train de lutter contre la déflation plutôt que contre l'inflation, et qu'on voyait que les banques centrales avaient quand même du mal à générer de l'inflation jusqu'aux années 2020. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un très net décalage dans le temps entre les hausses de taux et l'impact de ces hausses de taux sur l'économie. Donc en général, et c'est ça qui provoque des récessions, les banques centrales ont tendance à remonter trop les taux d'intérêt, ce qui fait qu'elles contraignent trop l'économie et qu'au bout de 12 mois, on s'aperçoit que finalement, les économies rentrent en récession parce que les liquidités n'est pas suffisante. Alors la situation actuelle, pour la zone euro, elle est très claire. Pour la zone euro, l'économie est clairement en ralentissement plutôt marqué. On le voit sur l'indicateur de gauche, qui est l'indicateur le plus classique, c'est-à-dire les PMI. Aussi bien le manufacturier que le PMI service sont passés en dessous de la limite de 50 qui marque la frontière entre la croissance et la décroissance. Donc, l'Europe est une zone où la situation, je veux dire, malheureusement, est relativement claire. C'est qu'il y a un ralentissement qui est assez marqué. Et on le retrouve sur le graphique de droite par une illustration qui est là aussi très éclairante. C'est que les demandes de crédit de la part des particuliers et des entreprises se sont effondrées à mesure que les taux d'intérêt ont grimpé. Et quand il n'y a plus de demande de crédit, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de consommation. Et ça explique pourquoi l'économie ralentit. Donc, sur la zone euro, en fait, on va passer assez rapidement parce qu'il y a assez peu d'incertitudes. On notera au passage quand même que l'Allemagne est dans une situation particulièrement difficile puisque l'Allemagne va être en récession sur l'année complète. C'est-à-dire qu'on a eu encore des prévisions du gouvernement allemand cette semaine qui maintenant anticipe entre 0,3 et 0,4% de baisse de son PIB sur 2023 pour des raisons de construction et de son économie, c'est-à-dire beaucoup d'exportations, beaucoup de liens avec la Chine, beaucoup d'automobiles qui sont des secteurs qui sont tous en difficulté. Donc, zone euro, ralentissement, récession en Allemagne. Maintenant, passons à la Chine. La Chine, on est clairement déçu. Après la réouverture qui avait eu lieu au début de l'année, après la crise sanitaire et les confinements qui avaient duré particulièrement longtemps, la plupart des investisseurs s'attendaient à ce que la Chine enregistre un rebond très net et puis assez durable, comme ça avait été le cas lorsque l'Europe et les États-Unis avaient rouvert. Et en fait, ce qui s'est passé en Chine, c'est que le rebond a eu lieu, mais il a duré quelques mois et il s'est très rapidement essoufflé. Et la raison de cet essoufflement, on le retrouve sur la confiance des consommateurs à droite, c'est que, en fait, comme vous le voyez, il y a eu une chute vertigineuse de la confiance des consommateurs en Chine en 2022. Et cette chute vertigineuse, elle vient on va dire, de deux éléments principaux. Le premier, c'est des confinements à rallonge qui ne se terminaient jamais et qui ont pesé sur le moral des ménages. Et le deuxième, c'est le secteur immobilier. Alors, les Chinois sont très investis dans le secteur immobilier et le secteur immobilier représente une grosse part de leur patrimoine. Et à partir de 2021, fin 2021, début 2022, on a commencé à avoir des vraies difficultés sur le secteur immobilier, difficultés qui ont été particulièrement criantes lorsqu'on a vu les difficultés des principaux promoteurs immobiliers que sont Evergrande il y a 1 an et demi et Country Garden il y a quelques mois, qui sont deux des principaux promoteurs immobiliers. Une des problématiques de la Chine, outre le fait que les particuliers sont très investis, c'est que de manière directe ou indirecte, le secteur immobilier pèse pour près de 35% du PIB. Donc évidemment, quand vous avez 35% du PIB qui est en grande difficulté, c'est compliqué de faire face. Et quand on dit en grande difficulté, c'est-à-dire que depuis 18 mois, le secteur de l'immobilier et notamment du résidentiel est en baisse en Chine. C'est-à-dire que c'est même pas la croissance a ralenti, c'est que le secteur est en baisse. Donc, ça pèse énormément sur l'économie, ça pèse énormément sur la confiance des consommateurs. Et en fait, le consommateur qui, comme dans les autres pays, avait cumulé pas mal d'épargne excédentaire après le Covid, mais finalement, cette épargne, il ne l'a pas consommée et il l'a gardée. Donc, on est aujourd'hui sur des niveaux d'épargne du consommateur chinois qui sont à des records. Et l'illustration des difficultés de l'économie chinoise se retrouve dans l'inflation, surtout dans le manque d'inflation, puisque on a eu une inflation négative
au mois de juillet, puisqu'on était à moins 0,3 sur l'inflation chinoise. Cette semaine a été publié le chiffre du mois d'août qui est à 0,1. Mais globalement, en Chine, on a une problématique totalement différente des autres pays, des pays occidentaux, c'est-à-dire que on est en déflation en Chine. Alors évidemment, du coup, les taux d'intérêt en Chine sont beaucoup plus bas. Mais la question qui se pose et qui commence à apparaître dans les études des économistes, c'est est-ce que l'avenir de la Chine ressemble à celui du Japon? C'est-à-dire, au Japon, la crise japonaise qui dure depuis 20 ans, elle a commencé comment? Elle a commencé par une crise immobilière et elle s'est poursuivie par une crise démographique. Et en Chine, on a un peu les mêmes sujets aujourd'hui, c'est-à-dire une crise immobilière, de la déflation et une crise démographique. À droite, vous voyez que ce qui est prévu par les différents instituts, c'est que la population chinoise passe de 1,4 milliard aujourd'hui à entre 600 millions et 1,1 milliard. Donc évidemment, là aussi, pour la croissance économique, une décroissance démographique, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va surveiller avec beaucoup d'intérêt, c'est si la Chine commence à se rapprocher du modèle japonais. Alors, pour lutter contre ça, évidemment, tout le monde espère aujourd'hui que la Chine va faire un grand plan de relance en injectant énormément de liquidités dans son marché pour faire en sorte que la croissance réaccélère, croissance qui est aujourd'hui à 5%, mais qui a des difficultés. Pour l'instant, la Chine a décidé de faire de la relance par petites touches, mais clairement, en agissant surtout sur les taux d'intérêt. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'impact soit vraiment notable. Donc, deuxième zone, un peu en difficulté, la Chine, qui historiquement est un moteur quand même de l'économie mondiale. Troisième chose, la croissance US, qui là, pour le coup, est très résistante et très étonnante. Alors, vous voyez sur le graphique de gauche que les prévisions de croissance économique aux États-Unis ont été revues en hausse depuis le début de l'année pour 2023, et on a même commencé à réviser en hausse pour 2024 depuis l'été dernier. Hein, donc, on est passé d'une croissance cumulée prévue en 2023-2024 de 1,6 à 2,9 aujourd'hui. Donc, un rebond assez net des anticipations de croissance. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'on relève les prévisions pour 2023, les prévisions pour 2024 sont un peu plus basses parce que les bases de comparaison sont plus élevées, mais on a une étonnante résistance de la croissance US qui est notamment générée par un marché de l'emploi qui est particulièrement résistant. Alors, un marché de l'emploi qui est très résistant aussi en Europe, hein, et qui fait que même si en Europe ça ralentit, on n'anticipe pas de situation particulièrement dangereuse. Mais en Europe comme aux États-Unis, on a un marché de l'emploi qui soutient les économies quand même à bout de bras. Et la deuxième chose, et qui là pour le coup est beaucoup plus contre-intuitive, c'est qu'aux États-Unis, cette année, on a une forte croissance, mais on a surtout un très très gros déficit public à nouveau. Hein, vous voyez sur le graphique de droite les déficits publics en zone euro et aux États-Unis. Bon, une remarque, c'est que la zone euro, le déficit public peut paraître étonnamment bas puisqu'on est aux alentours de 2,7, mais ça s'explique en grande partie parce que le déficit public allemand est très faible, et puis parce qu'on a certains pays qui sont des exceptions comme l'Irlande qui sont en excédent. Hein, le déficit public français, il va être aux alentours de 4,5 en 2023. Donc, il y a des situations très disparates sur l'économie européenne. Aux États-Unis, on est sur un déficit public à 6%. Donc, clairement, le gouvernement américain injecte des quantités considérables de liquidités dans le marché, notamment les dernières mesures en date. C'est le plan de Joe Biden, l'Inflation Reduction Act, qui a surtout comme objectif d'investir dans la transition durable. Mais c'est un plan de 370 milliards sur 10 ans et qui a eu un effet en 2023 qui est juste gigantesque. Alors là, on vous a donné un exemple. Il y a plus de 100% d'investissement dans la construction par les entreprises US. Donc, c'est très particulier parce que c'est vrai que normalement, les gouvernements injectent moins de liquidités dans l'économie quand l'économie, résiste et quand il y a de l'inflation. Et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui des États-Unis. L'élément qui va, j'allais dire, décider de la résistance
ou de l'affaiblissement de l'économie US, c'est le consommateur. Alors, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe et c'est vrai en Chine. Hein, on l'a vu sur la confiance du consommateur chinois. Et la confiance du consommateur US, pour l'instant, elle a résisté. Vous voyez sur le graphique de gauche, on est sur des niveaux qui ne sont pas les plus élevés, mais on est quand même sur des niveaux raisonnables. Sur le graphique de droite, au passage, vous pouvez voir que la confiance du consommateur allemand s'est littéralement effondrée au cours de l'année 2022. Mais donc, le premier élément, c'est que la confiance du consommateur US, pour l'instant, elle a bien tenu. Elle a bien tenu. La principale raison, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire un marché de l'emploi qui est très fort et du coup, des salariés qui n'ont pas particulièrement peur de consommer et qui n'ont pas peur pour leur pouvoir d'achat. Mais on commence à voir quelques premiers signaux qui pour l'instant, ne sont pas particulièrement alarmants, mais qui sont à surveiller. Ah bon, vous voyez sur le graphique de gauche que la consommation réelle, c'est une illustration supplémentaire, mais la consommation réelle, c'est la consommation corrigée de l'inflation. Donc, aux US, pour l'instant, elle a été très, très vigoureuse. Mais on commence à avoir quelques premiers signes sur la consommation qu'il va falloir surveiller. Alors, on a mis à droite le pourcentage de créances douteuses sur les cartes de crédit. Donc, on voit que depuis 2022, ça commence à grimper. On a eu quelques déclarations, notamment le Beige Book. Alors, le Beige Book, c'est un espèce de compte-rendu de discussion avec les différentes banques centrales régionales aux États-Unis. Et ce Beige Book qui a été publié la semaine dernière indique que le consommateur commence à être un peu en difficulté dans certains États et que la consommation commence à ralentir. Alors, le consommateur US, il va être mis à l'épreuve bientôt. Hein. Bon, jusqu'à présent, d'abord, il n'a pas du tout souffert de la hausse des taux d'intérêt, puisqu'il était beaucoup endetté sur son immobilier à taux fixe. Donc, vous voyez sur le graphique en vert, c'est le taux moyen d'endettement. Bon, le taux moyen d'endettement, finalement, il n'a pas beaucoup bougé hein, pour les particuliers américains. Il commence juste à s'infléchir vers le haut maintenant. La deuxième chose, alors ça peut paraître des éléments un peu ponctuels ou non significatifs, mais ça fait quand même partie des choses qui grèvent le pouvoir d'achat des Américains de quelques centaines de dollars chaque mois. C'est la reprise, par exemple, des remboursements de crédits étudiants qui avaient été gelés depuis 2 ans par le gouvernement. Et vous voyez qu'on est passé d'une quinzaine de milliards de remboursements à 150 milliards de remboursements par semaine. Donc, c'est quand même de l'argent en moins que dans la poche des consommateurs. On a les prix de l'essence, par exemple, qui s'approchent de records historiques aux États-Unis. Et puis surtout, le dernier point qui est assez largement évoqué par les analystes aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce qu'on voit les défauts de paiement sur les cartes de crédit augmenter? C'est que le consommateur US a utilisé son surplus d'épargne acquis pendant le Covid. Il n'en a pratiquement plus. Donc, il a remplacé ce surplus d'épargne par du crédit pour continuer à consommer comme on vient de le voir. Donc, on est en train de remplacer de la dépense d'épargne par du crédit. Donc, évidemment, la situation devient un petit peu plus tendue. Maintenant, c'est vrai qu'on a, j'allais dire, une incertitude sur le comportement du consommateur américain qui, historiquement, est toujours très, très résistant. Et cette incertitude, elle vient du fait que sur la courbe orange, vous voyez l'évolution du salaire réel du salarié américain. Et alors que ces 2 dernières années, on était plutôt négatif, c'est-à-dire que la hausse des salaires était inférieure à l'inflation, c'est-à-dire que le salarié perdait du pouvoir d'achat, ben aujourd'hui, son salaire réel a retrouvé des niveaux positifs. Donc, pour l'instant, en tout cas, le salarié regagne du pouvoir d'achat. Et un élément qu'on va aussi surveiller pour justement ces problématiques de pouvoir d'achat, c'est comment se comporte le marché de l'emploi. Et on voit les premiers signes d'une accalmie du marché de l'emploi. Vous voyez que les offres d'emploi disponibles ont commencé à baisser. Alors, elles baissent, mais elles sont encore sur des niveaux très élevés. Hein. On était sur des niveaux historiquement élevés en 2021-2022. Mais ça commence à baisser. Les personnes disponibles pour travailler commencent à remonter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent activement un emploi. Alors, soit parce qu'ils ne cherchaient pas, soit parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et vous voyez enfin en dernier sur la courbe grise que le taux de démission a tendance à baisser aussi. Donc, il y a évidemment rien de catastrophique ou d'alarmant dans toutes ces tendances-là, mais
mais c'est des petites tendances qui se dessinent d'infléchissement de la situation de l'emploi. Bon, il y a 6 mois, on avait parlé d'inflation, qui est le sujet quand même, qui reste un des sujets centraux aussi pour 2023 et 2024, puisque ça aura un impact sur les taux d'intérêt. Au début de l'année, c'était assez facile, l'inflation, puisqu'on avait des bases de comparaison qui étaient très, très élevées. Donc, ce qu'on disait, c'est que l'inflation allait baisser pour une raison bête et méchante, qui était qu'on allait comparer des prix du pétrole à 150 ou à 125 ou 130 dollars avec du prix du pétrole qui était passé à 70 ou 60 dollars. Bon, aujourd'hui, on a mangé notre pain blanc. L'inflation a baissé, effectivement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est toujours sur une tendance baissière. Mais on n'aura plus de coup de pouce de la part des bases de comparaison dans la plupart des domaines. L'énergie, on ne l'aura plus. L'alimentaire, on l'aura moins parce que les prix alimentaires ont pas mal baissé aussi depuis un an. En revanche, il reste des domaines où les prix sont encore très élevés. C'est l'alimentaire, mais l'alimentaire transformé et non pas la matière première. Bon, l'inflation alimentaire en France, par exemple, on sait qu'elle est encore à plus de 10%, donc elle a encore une très nette marge de baisse. On a aussi notamment de la marge à la baisse sur l'immobilier, notamment aux US, qui commence juste sa baisse, en tout cas dans la partie service immobilier, et l'immobilier aux US, c'est 35% du calcul de l'inflation. Donc, on a des moteurs de baisse de l'inflation qui sont encore présents. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même malgré tout un petit peu plus d'incertitude. Il n'en reste pas moins que les prévisions sur l'inflation pour 2024 sont qu'on sera aux États-Unis comme en Europe à moins de 3%. Hein. Donc l'inflation, clairement, est orientée dans la bonne direction. Et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce que ça permettra aux salaires, au taux d'intérêt de baisser. Ce qui sera un soulagement à la fois pour l'économie et on le verra après, ça pourra être potentiellement une très bonne nouvelle pour les marchés obligataires. Donc, le dernier élément de risque par rapport à l'inflation, ça serait notamment que les prix énergétiques remontent. Alors, c'est un sujet qui commence à refaire un petit peu surface, mais qui pour l'instant n'est pas encore très présent dans l'actualité. Mais malgré tout, on a un prix du pétrole qui a quand même beaucoup grimpé depuis quelques semaines. On est maintenant à 92, alors qu'on avait touché 70 dollars il n'y a pas si longtemps que ça. 2 raisons principales. D'abord, on a l'OPEP qui fait tout ce qu'elle peut pour faire remonter les prix du pétrole. Alors l'OPEP, c'est évidemment, ça c'est tous les principaux producteurs de pétrole mondiaux qui se mettent d'accord pour mettre des quotas sur leur production. Donc récemment, ils ont baissé ces quotas pour faire remonter les prix. Et la deuxième chose, sur le graphique de gauche, alors vous voyez la courbe orange, elle montre les surplus ou les déficits de production de pétrole par rapport à la demande. Et à chaque fois qu'en tendance, on voit qu'il y a un surplus, le prix du pétrole a tendance à baisser, c'est la courbe noire, et à chaque fois qu'il y a un déficit, le prix du pétrole a tendance à monter, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on est plutôt en déficit, ce qui explique aussi pourquoi les prix montent. Et on est en déficit alors que les économies sont plutôt en ralentissement. Et c'est pour ça qu'on a mis à droite le graphique des importations de pétrole de la Chine. C'est que bien que la Chine ralentisse, ils continuent d'importer beaucoup de pétrole. Et ils importent beaucoup de pétrole, pour mettre à 100% leurs réserves stratégiques. Est-ce que c'est pour des raisons politiques, de conflits futurs? On ne va pas s'avancer sur le sujet, mais en tout cas, ils remplissent leurs réserves stratégiques. Et la deuxième raison, c'est que comme ils étaient en confinement en 2021-2022, mais finalement, ils ont assez peu importé en 2021-2022. Et du coup, ils se rattrapent. On a des bases de comparaison d'importation en Chine qui sont défavorables. Mais là aussi, donc c'est un des éléments qu'on va vraiment surveiller de près, c'est les prix de l'énergie, parce que les prix de l'énergie auront un impact très fort sur le comportement du consommateur et sur l'inflation. Au final, ça nous donne quoi? Ça nous donne une image d'une économie mondiale qui a tendance à ralentir un peu partout. Aux États-Unis, c'est encore, j'allais dire, un peu furtif, mais en tout cas, on a quand même quelques signes de ralentissement et quelques déclarations des banques centrales qui disent qu'il y a un ralentissement aux États-Unis. Mais c'est un ralentissement ordonné, avec des sous-jacents sur l'inflation qui sont bien orientés,
un marché de l'emploi qui est solide et des entreprises qui ont publié des très bons résultats et qui ont des bilans là aussi solides. Donc, c'est un ralentissement qui pourrait mener à des récessions, des petites récessions par-ci, par-là, mais quelque chose de finalement un ralentissement assez constructif, j'allais dire, et qui ne nous pose pas de problème, ni au niveau économique, ni au niveau marché. Alors, au niveau marché, on commence par la partie obligataire. Les banques centrales ont largement monté les taux à cause de l'inflation, donc ça se retrouve au niveau des taux des États. Vous voyez que les taux d'intérêt en France ou aux États-Unis ont très, très nettement augmenté depuis 2 ans. Et la hausse des taux, ça a bénéficié. Alors, dans un premier temps, ça a pénalisé la valeur des obligations parce que on sait que le prix des obligations, le fonctionnement est assez simple, c'est quand les taux montent, le prix des obligations baisse, et quand les taux baissent, le prix des obligations monte. Donc, dans la hausse des taux, les obligations ont souffert en 2022, mais du coup, on a retrouvé des rendements obligataires très élevés sur toutes les classes obligataires, et ces rendements, ils sont encore aujourd'hui très élevés. On a, par exemple, sur les entreprises européennes de très grande taille, type Total, Sanofi, des rendements de l'ordre de 4%, alors qu'on était à 0,5 en 2021, et on est à pratiquement 7% sur des entreprises qu'on appelle haut rendement, donc des entreprises de taille un peu plus moyenne, de taille intermédiaire, mais qui restent des grandes sociétés avec souvent des situations financières extrêmement saines. Donc, on a des rendements obligataires qui restent aujourd'hui très élevés. Depuis le début de l'année, les rendements obligataires restent très élevés alors que la performance des obligations depuis le début de l'année est plutôt correcte, puisque si vous regardez les obligations haut rendement, dont on vient de dire qu'elles étaient à peu près à 7% de rendement aujourd'hui, leur performance depuis le début de l'année, c'est 6%. Là, c'est la performance d'un indice obligataire haut rendement. On bénéficie clairement depuis le début de l'année de ce qu'on appelle le portage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une obligation fournit du 7% de rendement, ça veut dire que si rien ne bouge sur l'année, le porteur de l'obligation va toucher 7%. Au début de l'année, sur les obligations à haut rendement, on était à 7%. Aujourd'hui, on a déjà gagné 6% sur ces obligations. Et à notre avis, ça va se poursuivre et ça continue d'avoir un intérêt. Les obligations continuent d'avoir un intérêt très fort parce que si l'inflation baisse, comme on l'a mentionné, les taux d'intérêt vont baisser. Et donc, on va non seulement toucher le portage sur les obligations qu'on a en portefeuille, mais on va également bénéficier de la baisse des taux. Alors, dernier élément sur les obligations, c'est évidemment quel risque on prend aujourd'hui ou quel serait le scénario négatif pour les obligations. Alors, il y a 2 scénarios négatifs sur les obligations. Le premier, c'est si les taux d'intérêt montent. Donc, si on se trompe sur l'inflation et que l'inflation monte, les obligations souffriront. Alors, elles souffriront moins qu'en 2022 parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Donc, le portage permet de mieux absorber des éventuelles hausses de taux. Et le deuxième scénario qui serait négatif, c'est si on avait une récession un peu plus dure qui mettait les entreprises en difficulté et qui provoquerait des défauts sur les remboursements. Bon, comme vous l'avez compris, pour l'instant, ce n'est pas du tout notre idée, puisque même si la logique voudrait qu'il y ait une récession, ça sera sans doute une toute petite récession, et donc qui a peu de chances de mettre en difficulté le marché obligataire. Et dernier élément, la plupart des entreprises, notamment des entreprises européennes, se sont très, très, très largement refinancées avant 2022. Ça veut dire qu'elles ont profité des taux bas pour remplacer toutes leurs obligations historiques par des obligations avec des coûts très faibles. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'elles n'ont pas de remboursement avant 2025. 2024 devrait être une année assez calme en remboursement. Donc, il n'y aura pas de stress sur le marché obligataire en 2024 du fait du faible nombre de remboursements et donc d'obligations à refinancer de la part des entreprises. Donc, on est dans une situation, j'allais dire, assez confortable sur les obligations, qui est la classe d'actifs qu'on recommandait le plus au début de cette année. Et c'est une classe d'actifs qu'on continue d'énormément apprécier parce que pour nous, aujourd'hui, le rendement risque, le couple entre le rendement et le risque perçu est extrêmement favorable. Sur la partie action, on a déjà enregistré des belles performances depuis le début de l'année. Vous voyez que le Nasdaq est très largement en tête, il est à 31%, et le deuxième marché le plus performant depuis le début de l'année, et ce n'était pas arrivé depuis longtemps,
c'est le marché japonais. Et le marché le plus en difficulté, c'est le marché asiatique, essentiellement à cause des difficultés économiques de la Chine. Les performances de cette année, donc, qui sont pour les marchés européens entre 10% et on va dire entre 30% pour le Nasdaq, comment est-ce que ça se traduit au niveau des multiples de valorisation? Alors, on a le Nifang qui est un indice qui regroupe les principales grosses valeurs américaines de technologie. Donc, vous voyez, il y a Microsoft, Alphabet, tous les noms dont on entend parler tous les jours comme étant les meilleures performances des indices. Alors, cet indice, il est revenu sur des niveaux très élevés. Vous voyez qu'on est sur des PE, donc des multiples de valorisation de 31 fois. Donc là, par rapport à l'historique, c'est des niveaux franchement élevés. Qui se retrouvent un peu dans le S&P, puisque vous voyez que dans le S&P 500, le S&P 500 est à pratiquement 19. Donc là aussi, plutôt haute fourchette par rapport à l'historique, mais je pense qu'on l'a déjà évoqué, le S&P, évidemment, est très perturbé par le poids des grandes valeurs qu'on vient d'évoquer. Et si on prenait un S&P un peu plus normal, entre guillemets, c'est-à-dire un S&P qui ne serait pas perturbé par le poids des grandes valeurs technologiques, donc c'est le S&P Equal Weight, qui, comme son nom l'indique, donne le même poids à tous ses constituants, ben là, on serait sur des niveaux de valo qui sont beaucoup plus raisonnables. On est même sur des niveaux de valo qui sont plutôt, on ne va pas dire bas de fourchette, mais en tout cas qui sont pas du tout exagérés. On est sur des 15, sur un multiple de 15 années de résultats. Et enfin, l'Europe est en queue de peloton au niveau valorisation, et l'Europe est franchement pas très très chère non plus, à 12. Alors, on sait que les multiples de valorisation, ils dépendent de deux choses. Ils dépendent du prix et des anticipations de résultats. Donc, le prix, ça, c'est une certitude. C'est le prix aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas une inconnue. En revanche, les anticipations de résultats, c'est une inconnue. Et si l'Europe, si on s'attache un peu si on se concentre un peu sur l'Europe, bon, l'Europe, en apparence, c'est pas cher. Le S&P Equal Weight n'est pas très cher non plus. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même quelques risques sur, alors qui, une fois de plus, ne sont pas très élevés, mais il y a quelques risques sur les prévisions de résultats des entreprises européennes comme américaines. Le premier risque, c'est que les marges de ces entreprises sont à des niveaux très élevés. Vous voyez que, par exemple, sur le S&P 500, le niveau de marge opérationnelle, c'est-à-dire la marge d'EBIT, c'est la marge avant frais financiers et avant impôts, donc c'est la marge la plus pure au niveau opérationnel. La marge des entreprises du S&P 500, elle est quand même sur des points hauts depuis une bonne vingtaine d'années. Et en Europe, si on retire 2006-2007, on est là aussi sur des points hauts. Alors, les sociétés plus petites, ce qu'on retrouve dans le S&P Equal Weight, souffrent plus. Elles ont davantage de difficultés à faire passer des hausses de prix, alors que les grandes entreprises ont bien bénéficié de l'inflation pour faire passer des hausses de prix et donc pour faire monter leurs marges. Donc, le niveau de marge, clairement, si jamais il y a un ralentissement du consommateur, c'est un risque. Et la deuxième chose, c'est que les croissances de bénéfices attendues pour 2024, elles ne sont pas particulièrement inquiétantes, mais on attend quand même une croissance qui n'est pas nulle, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Vous voyez, aux États-Unis, on attend 11% de croissance des bénéfices en 2024 et 6% en Europe. Bon, ce ne sont pas des niveaux de croissance attendus qui sont des niveaux de crise. Donc, si il venait y avoir un petit ralentissement, ces niveaux de croissance ne seront pas évidents à atteindre. Donc, la conséquence, c'est que les multiples de valorisation perçus aujourd'hui, ils encourent un peu le risque, j'allais dire, qu'au lieu d'avoir 11% sur le S&P, on est peut-être 6%, et qu'en Europe, au lieu d'avoir 6%, on en est 2%. Donc, ça voudrait dire que les multiples, au lieu d'être à 12 en Europe, ils seraient peut-être à 12,5, et aux États-Unis, au lieu d'être à 15, ils seraient à 16. Donc, c'est pas significatif hors récession plus violente, mais c'est quand même des éléments qui risquent de peser un petit peu, parce que quand les tendances sont à la révision à la baisse sur les prévisions, aussi bien macro que micro, les marchés ont en général du mal à monter. Ça ne veut pas dire qu'ils baissent, mais en tout cas, ils ont du mal à monter, parce que ce que les marchés apprécient, c'est quand les tendances sont haussières. Et donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir un vrai potentiel de révision à la hausse sur les résultats dans les 2-3 prochains mois, ce qui nous fait penser que les marchés actions, même s'ils ne sont pas très chers, leur potentiel à court terme est relativement limité.
Alors que, donc on maintient plutôt une position un peu prudente sur les marchés actions. Alors après, évidemment, il y a toujours des opportunités sur des secteurs à cycle long, sur des secteurs à gros pricing power, ou sur la transition énergétique. Et puis, il y a toujours des inefficiences de marché. Donc, on trouve des opportunités sur les actions. Mais d'une manière générale, on pense que les marchés vont continuer à être horizontaux sur les quelques prochains mois. Je vous rappelle qu'ils sont horizontaux déjà depuis le mois de mars, c'est-à-dire que les marchés européens sont au même niveau qu'au mois de mars. Donc, on est sur une faible volatilité déjà depuis pas mal de mois. Et à court terme, on reste très favorable au marché obligataire parce que les rendements sont élevés, parce qu'on pense que les hausses de taux sont à peu près terminées. Et parce que si le soft landing venait à arriver, ça serait un scénario idéal pour les obligations, parce que ça voudrait dire pas de récession et taux qui baissent. Donc, ça serait extrêmement favorable pour les obligations. À moyen terme, comme on l'a mentionné, le consommateur sera clé. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si l'inflation baisse, les banques centrales auront les moyens de relancer l'économie par des baisses de taux. Et en général, quand il y a une baisse de taux de la part des banques centrales, ça relance un nouveau cycle économique. Et les marchés financiers aiment beaucoup ça. Donc, à moyen terme, si jamais on a une baisse de l'inflation, ça veut dire que les banques centrales retrouveront le moyen de relancer l'économie. Et ça peut permettre aux marchés actions de repartir assez franchement à la hausse. Merci Damien pour ces éléments. On va passer maintenant aux actifs non cotés avec Philippe Mordeau. Philippe, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Damien pour cette présentation. Je vais effectivement vous parler quelques instants du non-coté, donc qui est, j'allais dire, l'entreprise réelle, entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises PME que l'on accompagne tous les jours au sein de l'FPI. Je vais juste rebondir très rapidement sur les quelques points clés qu'a soulevé Damien et qui sont très importants côté entreprise, justement, qu'ils vivent tous les jours. Donc l'inflation, bien évidemment, qui a été très importante, même si elle est en baisse aujourd'hui, elle a un impact bien évidemment sur les ventes, sur la consommation. Et le sujet, c'est surtout la capacité des entreprises à répercuter cette inflation, les hausses de prix qu'elles subissent, dans leur prix de vente de manière à préserver les marges. Le deuxième point, c'est la hausse des taux qui a été très brutale et pour le coup là qui n'est pas encore vraiment stabilisée, on va dire. On a vécu une période de 7-8 ans à taux d'intérêt négatif et en l'espace d'un an, on est passé à 3,5% sur l'Euribor un mois. Bien évidemment, ça a un impact sur les entreprises au niveau du renchérissement du coût de leur crédit, également au niveau des particuliers et en particulier sur le marché immobilier. Et on va en reparler, bien sûr, c'est un impact sur les opérations de LBO qui se financent en partie par un appel au crédit. L'environnement économique, on en a parlé longuement avec Damien, c'est un ralentissement économique. Donc, bien sûr, on est très vigilant sur les sociétés, à la fois les nouveaux investissements et les sociétés qu'on a en portefeuille. Et notre challenge, c'est bien sûr de continuer à créer de la valeur à long terme. Et donc, pour ça, il faut continuer à accompagner les sociétés, à les aider à s'améliorer tous les jours, à se structurer et à grandir, notamment par de la croissance externe, pour être en mesure, sur un horizon de temps défini, de créer de la valeur. Voilà, dernier point, donc un exemple illustratif sur l'immobilier qui est plutôt grippé aujourd'hui, qui est un secteur, bien évidemment, on entend tous les jours dans les médias qui posent questions sur sa santé dans les prochaines années. On sait que c'est un marché cyclique et on va en reparler. Il faut être en mesure, quand on est dans le private equity, de sélectionner des actifs et de les accompagner sur le long terme pour être capable justement de traverser les cycles économiques et les cycles de certains secteurs en particulier. Comment tout ça se traduit au niveau des transactions, des prix des transactions, donc M&A et donc du private equity. On a vécu depuis un certain temps une hausse continue des multiples d'acquisitions avec un point haut en 2021 avec un rattrapage post-Covid.
un amorçage de baisse en 2022. Et puis en 2023, on est revenu là, voilà, sous les 10 fois l'EBITDA. Donc, on constate un repli limité aujourd'hui du prix des transactions là, sur 2022-2023, mais on reste quand même globalement sur un niveau de prix encore assez élevé, même si on a passé la barre on est passé sous la barre des 10 fois l'EBITDA. Comment tout ça alors ça, voilà, je vous propose ici un petit peu de détails sur ces multiples de transactions. Ce qu'on peut voir, ce qui est très important de retenir, c'est notamment le graphe à droite, où on voit que la part des extrêmes, c'est-à-dire les multiples de valorisation à moins de 7 fois ou à plus de 15 fois, représente aujourd'hui à peu près 48% des transactions, ce qui est le niveau le plus haut, ce qui veut dire que le marché se polarise d'une certaine façon, avec des actifs qui sont positionnés sur des secteurs définis comme étant porteurs, résilients, etc., où là, les multiples restent relativement élevés. Et puis des actifs sur lesquels on a des prix de transaction qui, eux, ont commencé à corriger. Et donc, voilà, des secteurs qui peuvent poser peut-être un peu plus question, et où on revient à des niveaux de transaction qui sont voilà, plus cohérents, on va dire. Et ce qu'on voit sur le graphe de gauche, c'est que la part des transactions supérieures à 20 fois l'EBITDA a très largement diminué sur 2023, puisqu'au Q1 et au Q2, on est à 3 et 2% des transactions, alors qu'on était plutôt entre on va dire 6 et 10% là, sur 2022. En termes de volume d'affaires, les transactions M&A, on voit que le volume des transactions s'est plutôt stabilisé à un niveau qu'on peut considérer comme étant faible aujourd'hui au regard des volumes passés. Et c'est surtout un volume qui est drivé, qui est tiré par les opérations, les petites opérations entre guillemets, en tout cas les opérations mid-cap, parce que les grosses opérations, elles, ont plutôt disparu, notamment du fait de la disparition des financements sur ces opérations importantes. Donc aujourd'hui, le marché, il est très, très clairement animé par un volume de transactions qui reste important, qui reste soutenu sur les tranches basses, entre guillemets, voilà, c'est-à-dire plutôt sur le mid-cap, alors que le large cap, lui, très clairement, est plutôt à l'arrêt. Ensuite, je vous propose ici un bref rappel de ce qu'a été, comment tout ça s'est traduit sur le marché du private equity, donc du capital investissement en France en 2022, puisque ce sont les chiffres 2022. Donc, on voit effectivement une baisse du marché donc en valeur de 9%, sur le marché, et par contre une hausse des volumes de 14%. Donc ça reflète de nouveau la disparition, en tout cas la baisse des opérations, des très grosses opérations, et à contrario le marché qui est animé par un nombre important d'opérations plutôt mid-market, qui est le reflet du tissu économique français, qui est composé d'un nombre très important de PME et notamment dynamiques. En termes de segments de capital investissement, sur le capital investissement, ce qu'on constate, c'est que le capital transmission, donc le LBO, représente toujours une part très importante du marché du capital investissement, puisque c'est grosso modo aux alentours de 60% du marché en valeur. Certes, il a diminué parce que les grosses opérations de LBO, comme on l'a dit, sont plutôt à l'arrêt, mais on voit de nouveau là sur la partie droite qu'en volume, c'est toujours un segment très attractif, très dynamique, sur lequel qui propose une animation du marché relativement importante, sur lequel il y a beaucoup d'opportunités toujours présentes. Et en termes de secteur de sous-jacent, sans surprise, les biens et services de consommation sont plus délicats. Ils souffrent plus que les autres segments. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est une baisse en valeur du segment médical et biotech, liée bien évidemment à la baisse des prix qui ont commencé à corriger sur la partie biotech notamment, un petit peu sur la partie tech, même si ça se voit moins ici sur ce graphe en 2022.
Et en termes de tickets, donc voilà, sans surprise, c'est les grosses opérations, les tickets à plus de 100 millions d'euros qui ont largement diminué. On est passé de plus de 11 milliards à 8,5. Et le cœur de marché qui est toujours de 5 à 100, voire même de 15 à 100, son poids reste assez stable. Et encore une fois, on a des volumes de transactions qui sont relativement récurrents, preuve de l'attractivité du marché français du capital investissement sur le segment du mid-cap. Alors, comment, chez LFPI, on navigue dans cet environnement? J'allais dire en faisant ce qu'on sait faire depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'on identifie des sociétés dynamiques, bien établies sur leur marché, qui vont avoir en commun, j'allais dire aussi, la capacité, bien évidemment, à rembourser leurs dettes, puisque c'est un élément incontournable, indispensable pour faire une opération de LBO réussie. Et puis, on va s'évertuer, nous, à rester généralistes, donc à regarder l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie française, et donc à choisir des actifs, et donc construire un portefeuille qui va nous permettre, qui va être diversifié et qui va permettre à nos investisseurs d'avoir des rendements récurrents, et donc de bien traverser les cycles de l'économie. Et on va s'évertuer, bien évidemment, à accompagner les entreprises sur leur phase, sur un projet de développement, généralement de l'ordre de 4 à 5 ans. Et donc, on va les accompagner sur la croissance organique, sur la structuration de l'entreprise, sur des projets de croissance externe qui vont permettre de compléter des gammes produits, d'adjoindre de nouvelles compétences aux entreprises, de pénétrer des nouveaux marchés, soit des nouveaux canaux de distribution, soit des nouvelles zones géographiques. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire croître nos entreprises qui se structurent au fur et à mesure. Et normalement, ça doit se traduire par une augmentation du chiffre d'affaires et une augmentation de l'EBITDA. Et on voit qu'en moyenne, les entreprises que l'on a accompagnées, elles ont vu leur chiffre d'affaires croître, être multiplié par 1,7 et leur EBITDA par 2,2 fois, avec une marge d'EBITDA qui, en moyenne, a pris à peu près, a augmenté de 2 points sur la période de détention. Et puis après, charge à nous de trouver le bon moment pour vendre une entreprise. Et forcément, il faut tenir compte des cycles économiques que l'on traverse pour choisir le meilleur moment pour pouvoir mettre une entreprise sur le marché et la vendre. Deux cas studies très rapides là, pour illustrer ces éléments-là. Ergalis, qui est une affaire spécialisée dans l'intérim, l'intérim de spécialité. Donc, c'était une entreprise très nichée qui a très bien traversé la crise du Covid parce que, bien évidemment, un modèle de coût très variable. Et on a accompagné l'entreprise et on a surtout renforcé ses compétences et son positionnement sur le marché en réalisant un nombre important de croissance externe, tout en veillant bien évidemment à ce que l'entreprise rembourse sa dette, et ce qui nous a permis de vendre l'entreprise à un acteur industriel et en réalisant un multiple de notre mise de plus de 3,5 fois, donc une vraie success story. Alors même que c'est un secteur qui pouvait être jugé à l'origine comme étant peut-être moins à la mode, moins attractif que d'autres secteurs, mais on était convaincu du potentiel d'Ergalis de croître sur ce marché parce qu'elle avait un vrai positionnement très intéressant et très différenciant par rapport à ses concurrents. Autre cas, Interflora. Donc là, on est plutôt dans le B2C, c'est une affaire digitale de transmission florale. On a racheté cette entreprise en 2015. On a accompagné le management dans la croissance organique qui a beaucoup travaillé sur l'offre produit, qu'on est venu compléter par l'acquisition de cadeaux.com qui fait des cadeaux en ligne personnalisés. Et puis, on a développé l'entreprise à l'international, notamment en ouvrant 2 pays, le Portugal et le Luxembourg, en organique et en rachetant Interflora au Danemark et en Italie, ce qui nous a permis de positionner Interflora comme une véritable plateforme digitale de fleurs et de cadeaux pan-européenne. Et l'histoire se poursuit puisqu'Interflora a racheté récemment Interflora en Suède. Et de la même façon, c'est une affaire qui avait un cash flow récurrent, résilient, qui lui a permis de rembourser sa dette très rapidement. Et c'est une affaire qu'on a revendue en faisant également un très beau multiple lors de notre sortie.
Et pour conclure, voilà, les outils que l'on a, nous, à disposition d'LFPI en termes d'investissement. Donc, on a différents fonds. À droite, le fonds Midcap 8, qui est un fonds institutionnel, un fonds Midcap qui fera dans les 300-500 millions d'euros à peu près, généraliste comme on l'a toujours fait, PME bien évidemment, puisque c'est ce que l'on pratique, avec un cycle d'investissement voilà, cohérent avec ce que l'on a fait par le passé, avec la capacité à faire du majoritaire, ce que l'on fait la plupart du temps, mais également du minoritaire, puisque à partir du moment où on est convaincu qu'une entreprise présente un projet intéressant et qu'on est prêt à accompagner le management sur ce projet, on peut tout à fait le faire en minoritaire. Et à gauche, un fonds, le fonds LFPI Private Equity Midcap, qui est un fonds là plutôt destiné au grand public, donc avec un ticket d'entrée plus faible bien évidemment, et qui va surtout avoir plusieurs caractéristiques différenciantes par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché, on va dire. D'une part, ce sera un fonds pur private equity, donc pas d'OPCVM, d'obligations, etc. Du pur private equity, très diversifié, avec des investissements directs, donc des co-investissements dans les opérations qui sont réalisées en capital investissement par le groupe LFPI, et puis du fonds de fonds, qui part dans des fonds d'LFPI ou des fonds sélectionnés par LFPI, ce qui permet finalement donc aux investisseurs de LFPI Private Equity Midcap d'avoir un portefeuille très diversifié en nombre de sous-jacents, mais également en géographie, puisqu'on va pouvoir couvrir à la fois l'Europe, mais aussi les US. Petit exemple d'investissement commun, le premier investissement de Midcap 8 et de LFPI Private Equity Midcap, c'est l'investissement dans Tikamoon, qui est une DNVB, donc une affaire 100% digitale, spécialisée sur le mobilier en bois massif, avec un ADN RSE extrêmement poussé, extrêmement fort et présent depuis l'origine de l'entreprise. C'est une affaire qui fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 50% à l'international, une présence en France et donc dans 6 pays européens. Et on accompagne cette affaire depuis juin dernier en minoritaire, en accompagnement donc des deux dirigeants. Et on a réalisé également cet investissement avec Jacques-Olivier Abitboul, qui est voilà, un chef d'entreprise qui connaît très bien le secteur, avec lequel on avait réalisé une opération par le passé et qui vient renforcer, j'allais dire, le dispositif en apportant son expertise aux deux managers de Tikamoon. Et dernière typologie d'opérations que l'on peut proposer notamment à la clientèle de Mescar, c'est des opérations très ciblées dans des véhicules de co-investissement opportunistes entre guillemets. Ça a été le cas par exemple sur Pénélope. Pénélope, c'est une affaire que l'on a en portefeuille. On a réalisé une croissance externe importante qui a permis voilà, de constituer un groupe maintenant de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des activités très bien équilibré entre la disposition de tests d'accueil et puis en entreprise et puis le marketing direct. Et donc, les véhicules d'LFPI ont réinvesti dans cette opération et on a proposé à la clientèle de Mesquert de participer, de co-investir, bien évidemment en mêmes conditions qu'LFPI dans cette opération. Donc, voilà les typologies d'investissement, enfin de véhicules d'investissement que l'on peut proposer à nos différents investisseurs, donc à la fois institutionnels, clientèle historique LFPI, et maintenant grand public via les équipes de Mesquer, et toujours sur le cœur de l'économie française, qui est la PME que l'on accompagne dans la durée. Merci Philippe de ton propos, et je crois que ça illustre vraiment la vraie complémentarité au sein du groupe LFPI, des savoir-faire, des expertises entre les actifs cotés et non cotés, et Dieu sait si c'est important d'avoir une allocation d'actifs diversifiée, en particulier dans ces moments d'évolution de paradigme. Peut-être quelques questions avant de conclure. On n'a pas parlé de l'or, peut-être question pour Damien. L'or est en légère hausse depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'il faut en penser dans ce contexte, avec la hausse des taux et le ralentissement économique?
Ouais, nous, je vous avoue qu'on n'est pas très très chaud sur l'or. Alors on voit que depuis 2-3 ans, même dans des périodes de stress importants, comme ça a été le cas en 2020, l'or a du mal à passer au-dessus de $2000. Et aujourd'hui, et ça se confirme. Alors c'est vrai que c'est très difficile de valoriser l'or, hein, puisque il n'y a pas de prix, hein, c'est vraiment un actif d'offre et de demande qui sert surtout à couvrir des portefeuilles quand vous avez une période de stress. Mais aujourd'hui, dans un contexte où l'inflation baisse, on ne voit pas trop l'intérêt d'aller acheter de l'or, à moins d'avoir un scénario vraiment noir sur, par exemple, de la géopolitique. Très clair, merci. Peut-être une deuxième question, on parle des obligations et de leur intérêt. Question qui nous est posée, est-il possible d'acheter des obligations directement sur le marché? Et si oui, dans quelles conditions et a-t-on intérêt à le faire? Alors, c'est possible, oui, si vous avez un très gros portefeuille. Chaque obligation vaut 100 000 euros. Donc, si vous voulez construire un portefeuille à peu près bien diversifié, ça veut dire que nous, on considère qu'il faut que vous ayez un portefeuille de 4 à 5 millions d'euros pour avoir au moins une quarantaine de lignes et pas prendre trop de risques en cas de défaut d'une des lignes. Donc, techniquement, c'est possible. Philosophiquement, si vous n'avez pas 4 ou 5 millions, on considère que ce n'est pas une bonne idée. Donc après, contrairement à ce que certains investisseurs particuliers pensent, vous ne perdez pas de la performance en achetant des fonds. Acheter un fonds, ça permet d'avoir une bonne diversification et de bénéficier du rendement qu'il y a dans les obligations dans le fonds sans perte de performance particulière à cause de frais trop élevés. Donc après, il faut vous rapprocher de vos conseillers, mais on a des fonds qui correspondent à différentes stratégies. Et dans notre idée, c'est bien de construire des portefeuilles obligataires avec un mélange de types d'obligations, donc plus ou moins risqués, et puis même éventuellement de types de durée, parce qu'aujourd'hui, ce qui est rarement le cas, on a plus de rentabilité sur des périodes courtes que sur des périodes longues. Alors, ça c'est super, parce que sur période courte, vous avez très peu de risques de non-remboursement. Mais en revanche, ça veut dire que si vous achetez des obligations ou un fonds obligataire à 2 ans, dans 2 ans, il faudra racheter des obligations dans des conditions potentiellement moins favorables. Alors que si vous achetez des obligations longues, vous bénéficiez du rendement pendant plus de temps, mais avec un peu plus de risques. Merci Damien. Peut-être une ultime question pour Philippe. Dans vos véhicules d'investissement, quelle est la durée moyenne de vos investissements et dans le cycle actuel de l'économie, comment vous voyez vos perspectives de placement et notamment de levée des 2 véhicules d'investissement que tu as décrits tout à l'heure? Nous, on accompagne véritablement les PME, les cycles d'investissement de la PME. C'est généralement de l'ordre de 4 à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on partage un vrai projet, une vraie philosophie avec le chef d'entreprise, avec son équipe. Il s'agit d'accompagner l'entreprise dans son développement avec ce qu'elle peut vivre tous les jours. Et comme je l'ai dit, on travaille beaucoup également sur la croissance externe, qui est un élément clé de la création de valeur et du développement de nos entreprises. Et forcément, c'est un petit peu plus aléatoire. Donc, il faut les identifier, il faut les réaliser, il faut surtout les intégrer. Voilà. Et donc, on est convaincu que le cycle de développement d'une entreprise, d'une PME, c'est plutôt de l'ordre de 4 à 5 ans que 2 ou 3 ans. Après, bien évidemment, voilà, on tient compte voilà, des opportunités de marché qui peuvent permettre d'allier, d'améliorer, de conjuguer à la fois la plus-value, donc le multiple de la mise, et bien évidemment le TRI, le rendement du fonds, et donc celui des porteurs de parts. Très bien, merci. Il est presque 10 heures, donc on va tenir la promesse de vous libérer au bout d'une heure. Merci messieurs de vos éclairages. Ce qu'on retient quand même, c'est un certain ralentissement économique au niveau mondial, mais qui semble somme toute plutôt ordonné et finalement, comme le disait Damien, pas si inquiétant. On en suivra les évolutions avec attention, bien entendu. Ce qu'on retient quand même aussi, c'est qu'il y a un vrai changement de paradigme, en particulier pour l'investisseur, et que la classe d'actifs obligataires revient en grâce cette année. Et donc, il est probablement surtout dans une phase, on verra ce que la BCE nous dit cet après-midi, mais arrive probablement à un seuil haut, en tout cas en Europe, de hausse des taux. Et donc, il est temps d'engranger ces niveaux de rendement qui sont attractifs et qui nous semblent vraiment intéressants.
avec bien entendu une diversification de la location qui reste plus que jamais importante et un vrai complément d'âme et supplément d'âme que constitue le capital investissement. Voilà pour nos propos du jour. Les équipes de Mescar sont à votre disposition, bien sûr, pour vous accompagner dans ces réflexions. Merci d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous rappelle que vous pourrez consulter sa rediffusion sur notre chaîne YouTube et un lien vous sera adressé également par email pour consulter la présentation. Nous vous souhaitons tous une très bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.